J'ai donc souhaité que cette matinée soit consacrée à un débat conséquent sur la transition énergétique, vous le savez. Depuis le démarrage du mandat, je souhaite faire de la transition énergétique et plus largement de l'écologie une priorité de notre mandat. Le document qui vous a été remis synthétise un état des lieux des interventions des services aujourd'hui de la région en matière de transition énergétique. Je crois que le changement climatique et les menaces qui en résultent sur notre écosystème, je crois profondément que c'est le plus grand défi de notre temps. La réalité du changement climatique n'est plus à démontrer. Ce changement climatique affecte déjà l'ensemble de notre existence. Demain, il affectera également notre capacité à nourrir une humanité qui comptera près de 10 milliards d'habitants en 2050. Les réactions unanimes de la communauté internationale à la décision du président des États-Unis de se retirer des accords de Paris ont montré qu'il existe désormais un large consensus, non seulement au sein de la communauté scientifique, mais aussi parmi les responsables politiques du monde entier sur la nécessité et l'urgence de l'action. Le fait même de constater que le climat change à l'échelle d'une génération, alors que ces changements, qui sont bien sûr attestés dans le passé par les historiens et les climatologues, prenaient des centaines de milliers, voire de millions d'années pour se dérouler, cela ne peut que nous interpeller. Et la fonte des glaciers alpins, que chacun peut constater, en est une des manifestations les plus frappantes. Il y a un lien intrinsèque, et c'est cela qui est fondamental, entre le changement climatique et notre dépendance aux ressources fossiles, puisque en brûlant des combustibles fossiles, gaz, charbon, pétrole, en grande quantité, nous rejetons dans l'atmosphère le carbone qui conduit au réchauffement climatique. Donc, la transition vers un système énergétique bas carbone est une condition indispensable de la lutte contre le changement climatique. C'est en même temps une formidable occasion de consommer et de produire différemment. C'est l'occasion d'engager notre région dans la voie d'une croissance verte, créatrice de richesses, qui, grâce aux nouvelles technologies nées d'Internet, ouvre de nouveaux marchés à nos entreprises dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des transports propres. C'est une chance pour une région comme la nôtre, qui ne possède aucune source d'énergie fossile. La facture énergétique de la France, qui est de 70 milliards d'euros, est un poids pour notre balance commerciale, et la Bourgogne et la Franche-Comté en souffrent également. La Bourgogne-Franche-Comté importe, je crois, 90% de son électricité. J'ai la conviction que notre région a d'immenses atouts pour réussir la transition énergétique. Des entrepreneurs qui créent de nouvelles activités dans les domaines les plus divers pour construire une croissance plus écologique, des chercheurs qui travaillent sur les énergies de demain, notamment l'hydrogène, pour lequel notre région doit conforter sa position de leadership, des élus qui prennent des positions courageuses et résolues à l'échelle de leur collectivité, et un tissu associatif de milliers de citoyens qui en font leur affaire, car la transition énergétique, ce n'est pas simplement l'affaire des autres, l'affaire des décideurs d'en haut, des institutions, des pouvoirs publics.
On ne la réussira pas si ce n'est pas l'affaire de tous. La population locale, les acteurs locaux doivent être des acteurs de la transition énergétique. L'Allemagne a prouvé que ce modèle de production d'énergie renouvelable locale et citoyenne est possible. En Allemagne, 95% des énergies renouvelables sont produites par des acteurs locaux. Les récentes évolutions législatives, notamment la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, offrent la possibilité aux collectivités de s'investir aux côtés des acteurs de l'énergie renouvelable participative. Il faut s'en saisir et je voudrais vraiment en faire le fil conducteur de notre action, le financement participatif pour que la transition énergétique soit véritablement l'affaire de tous les habitants de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est ce que Clamecy a commencé à faire. C'est ce que Chamol a commencé à faire dans le Jura, où j'étais il y a quelques jours et où j'ai pu voir toute l'énergie du milieu associatif, des centaines de citoyens qui se sont mobilisés en club d'investissement pour acquérir un mât d'éoliennes, pour créer ensemble les conditions du changement. Je vois les acteurs associatifs qui se mobilisent, qui nous ont remis la semaine dernière, tous les acteurs associatifs qui réfléchissent à la question des énergies renouvelables, ils nous ont remis un mémorandum qui s'intitule « Créer les conditions d'un développement significatif des énergies renouvelables en Bourgogne-Franche-Comté grâce à l'implication de tous les acteurs ». C'est une mine et j'estime que nous avons une chance extraordinaire de pouvoir avoir cet engagement à nos côtés. Je voudrais aussi saluer, il n'est plus là, il était à nos côtés hier après-midi, le président du Césaire, parce que le Césaire s'est emparé de cette question de la façon la plus intelligente qu'il soit. Ils nous ont fait une contribution qui est riche dans son contenu, mais ce qui est le plus important, c'est la méthode qu'ils ont utilisée. Ce n'est pas leur commission dédiée à l'énergie et aux énergies renouvelables qui s'est penchée sur la question, ce sont toutes leurs commissions. La commission finance, la commission formation, la commission économie, qui toutes ont planché sur cette question. Donc là aussi, nous avons un document extrêmement utile pour l'action. Alors, ce matin, je vais vous proposer, dans la foulée de mon intervention, un petit film qui nous met dans le contexte de ce débat sur l'énergie. Frédérique Collin, vice-présidente en charge de la transition énergétique, vous présentera ensuite en détail les actions réalisées par la région dans ce cadre, ainsi que le bilan à mi-parcours des SRCAE et les résultats de la consultation publique que nous avons lancée sur ce sujet. Donc, Monsieur Sauvadet, vous vous êtes étonné hier de n'avoir qu'hier le compte-rendu de cette SCRAE, schéma climat, air, énergie. Nous ne l'avons pas eu avant vous, c'est l'État qui nous l'a remis avant-hier, et donc nous ne pouvions pas vous le remettre avant. Ce n'est pas le point de départ de notre réflexion. Ce n'est pas déterminant, c'est en même temps extrêmement important puisque les chiffres montrent que nous avons un retard énorme. Ce n'est pas le retard de la collectivité régionale, c'est le retard de la région dans son ensemble. Ce n'est pas forcément une région plus en retard que d'autres, c'est le pays entier qui est en retard. Donc il faut vraiment sonner l'alerte, sonner l'alarme. Il est urgent d'agir, mais
faut agir avec méthode. C'est extrêmement important dans un sujet aussi complexe. Donc, Frédéric Collat, dont je remercie l'implication dans ce sujet, comme Laurence Futaz hier, sur la culture qui est notre autre priorité, elle s'est emparée de ce sujet avec énergie, avec méthode, avec intelligence, et donc elle va lancer le débat, puisqu'ensuite je vous donnerai la parole, chacun interviendra. Donc là, je serai extrêmement ferme sur les temps de parole parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de prises de parole et c'est très bien. Donc il faudra s'en tenir à des prises de parole limitées dans le temps comme le prévoit le règlement intérieur pour que tout le monde puisse intervenir et réintervenir puisqu'il y a quand même 3 sujets dans l'ensemble de ce que nous vous proposons. Il y a le sujet de comment on économise l'énergie, comment on consomme moins. C'est le sujet de l'efficacité énergétique qui renvoie beaucoup à la question de la rénovation thermique dans les bâtiments et à la question des mobilités. Il y a la question des énergies renouvelables, comment on produit plus d'énergie verte. Et puis il y a question de l'innovation au service de l'emploi dans la croissance verte. Voilà. Ce point aujourd'hui, cette matinée, c'est le démarrage d'un processus. Parce qu'en novembre, nous aurons une semaine de réflexion avec des experts, avec des citoyens, avec des représentants de la société civile. Et en décembre, lors de l'Assemblée plénière, nous présenterons le plan de soutien à la transition énergétique qui aura été justement construit avec tous ces acteurs, experts, élus, citoyens, associations. Je vous remercie. Alors, le petit film. Les travaux ont duré 1 mois, la mise en œuvre s'est bien passée. Ils ont juste enveloppé la maison, si j'ose dire, avec de la fibre de bois de 16 cm d'épaisseur. C'est chevillé très solidement à la maison et par-dessus est projeté un enduit à la chaux, naturel. Comme ça, la maison respire et est parfaitement isolée. On fait 2 activités, on fait du neuf en ossature bois ou en traditionnel, et de la rénovation, extension, des choses comme ça. Les maisons que nous faisons donc, sont soit certifiées BBC, soit minimum respectant les RT 2012, et on commence effectivement à avoir des projets à tendre vers le passif. Une grosse partie du bois, surtout le Douglas, vient 100% du parc du Morvan. C'est pas un choix économique parce qu'au contraire, on a plutôt tendance par rapport à des confrères à se pénaliser parce que le Douglas étant plus cher que des bois du Nord. Non, c'est vraiment pour essayer de faire travailler, utiliser la ressource locale et faire travailler le plus de monde possible localement. C'est une philosophie. Personnellement, moi, je suis en travaux dans la construction d'une maison passive autonome bioclimatique depuis 1 an, qui est une maison qui est construite à base de matériaux locaux, pour la plupart, qui viennent de la région. Et ça ajoute à ça une démarche d'autonomie. En fait, je suis sur une maison qui est autonome en énergie. Je pense que l'autonomie est la clé de la liberté. Les énergies
l'énergie renouvelable, c'est l'évolution des plombiers chauffagistes et des plombiers sanitaires, ou même aussi tout ce qui est électricien avec les panneaux solaires, les éoliennes. Forcément, si on veut être compétitif et performant, il faut savoir se former. Donc en tant qu'ingénieur, c'est vraiment intéressant de travailler sur ce nouveau système de fondation géothermique, puisqu'en fait là on révolutionne un petit peu le monde du bâtiment et de la fondation. C'est vraiment construire une fondation creuse qui permet de construire des bâtiments en élévation et d'intégrer dans la structure du bâtiment une source d'énergie renouvelable. On a juste un échange entre le sol et l'air, et donc en fait on ne perturbe pas l'environnement. Le système il est compatible avec tout type de bâtiment, que ce soit maison individuelle, bâtiments tertiaires comme les maisons de retraite, bâtiments agricoles, bâtiments viticoles. La région veut faire de tous ces lycées professionnels des véritables vitrines des métiers, et des métiers de demain, des métiers d'avenir. Or là, avec l'éolien, on est typiquement dans un métier d'avenir. Nous avons besoin de faire en sorte que les formations théoriques que nous développons soient complétées par des formations pratiques. Donc nous avions une formation tout à fait excellente dans ce lycée pour les demandeurs d'emploi, qui va être complétée maintenant par une formation initiale en BTS maintenance. À partir de maintenant, cette formation pratique se fera ici, grâce à cet équipement, grâce à cette installation. C'est un projet assez unique en Europe, puisqu'on est sur une plateforme qui est un peu expérimentale d'un point de vue conception et qui remet en conditions les plus proches possibles de la réalité dans le milieu éolien. On prend plus de maturité à travailler dans une éolienne et de savoir-faire que dans un atelier en fait. On est un peu fiers quand même de se trimballer en tenue et puis de travailler dedans. Et on est surtout content aussi que le lycée Eiffel nous ait fourni une zone pour vraiment travailler et vraiment expérimenter. Quelque part, on va participer à cette production d'énergie renouvelable pour montrer que c'est possible. Et puis que quand il y a un gisement, on a le devoir de l'exploiter, mais de l'exploiter pas n'importe comment. Et ce parti financement, si on voulait participer, comment il fallait faire? Il fallait déjà qu'il y ait des structures financières qui soient capables de porter le financement au moins une éolienne. Et donc là, c'est là qu'on a créé une société d'économie mixte, énergie renouvelable citoyenne, et on a créé aussi pour que les citoyens arrivent à cette société d'économie mixte, qu'ils n'arrivent pas en ordre dispersé, qu'ils arrivent sous une seule bannière qui est celle d'une coopérative qui s'appelle Jurassic. Il suffit de 200 € pour pouvoir investir dans un club d'investissement et dans n'importe quel projet. Et voilà, c'est l'idée du colibri, chacun participe à la hauteur de ce qu'il peut. Et c'est toutes ces petites gouttes qui peuvent faire très très vite un océan. Et on voit bien qu'avec nos clubs, on est tellement nombreux qu'on a encore plus de potentiel que les projets qu'on est en capacité aujourd'hui de recueillir. Donc il ne faut pas avoir peur d'avancer avec des tout petits parcs, on va très très loin. Mobilitest, c'est un prolongateur d'autonomie de batterie qu'on installe sur un Kangoo Z2, donc sur un véhicule électrique existant. En fait, c'est une pile à combustible qu'on recharge en hydrogène et qui permet ainsi de fabriquer de l'électricité en cours de distribution. Et donc, pour améliorer notre autonomie, je dirais, là, sur le point de vue énergétique, on a installé un méthaniseur. L'installation nous permet, nous, d'économiser sur les matières, donc comme la paille, nous permet de produire du biogaz et d'avoir un fertilisant au niveau de l'exploitation. Avant, on chauffait au fioul. Et puis après, avec le coût d'augmentation du fioul et tout ça, et je me suis dit en moi-même, il faut qu'on voie dans cette direction pour faire des économies d'énergie, surtout dans notre commune ou dans le Haut-Morvan, qui est quand même assez froid et qu'on consomme beaucoup de fioul. C'est à ce moment-là qu'on a rénové tous nos bâtiments communaux pour faire l'isolation par l'intérieur. Et puis on est dans une région boisée et c'est de là qu'on a dit, ça y est, on se lance dans la chaufferie bois. Il y a beaucoup de collègues, maires aux alentours, qui se sont dit, on va suivre ce que tu as fait chez toi. Ça crée quand même 30 emplois. La ferme, elle en a lecture biologique. Une de ces spécificités, c'est qu'elle elle produit du lait, elle transforme son lait
et elle commercialise donc le lait sous forme de produits laitiers, yaourts et fromages. Donc elle démarre à la production et elle va jusqu'à la finalité. L'objectif, c'est de pouvoir fournir aux consommateurs un produit qui, j'estime, sain dans toute sa noblesse. 14 pives, s'il vous plaît, merci. Alors, on a entendu parler de la pive, donc une monnaie locale, localement. C'est-à-dire effectivement de manière très directe dans notre réseau local. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, il y ait une redynamisation directe de la vie économique au niveau d'un territoire. On a depuis maintenant 10 ans favorisé les circuits courts. On alimente à peu près 600 personnes tous les samedis avec une vingtaine de producteurs en circuit court, donc avec les producteurs en direct, bio, non bio. Et puis maintenant avec Biocop, uniquement en bio sur Besançon avec une cinquantaine de producteurs. Quand on est arrivé à la campagne, on s'est posé la question avec mon mari de ce qu'on pouvait changer un peu au quotidien. On était quelques-uns, quelques-unes à avoir un peu le même problème, on va dire, de l'utilisation de la voiture permanent. On a essayé en fait d'organiser du covoiturage. Alors c'est pas aller tout de suite de soi parce que les horaires sont différents, les lieux de dépôt sont différents. Ça a mis, je sais pas, peut-être 2-3 ans pour que certaines choses se calent. Et aujourd'hui, on arrive à covoiturer, on est 4 à peu près à covoiturer de manière quasi permanente. Je me suis moi-même engagé en particulier au travers de ma société puisque depuis 5 ans, je fonctionne sur 14 voitures, 15 voitures avec 10 voitures électriques. Je viens de racheter un nouveau local sur lequel je vais installer 250 m² de photovoltaïque pour produire moi-même mon électricité qui va alimenter mes voitures électriques. Je compte aller jusqu'à pouvoir produire de l'hydrogène avec ces panneaux photovoltaïques un jour ou l'autre et le plus tôt possible pour fonctionner avec une voiture qui marchera avec une pile à combustible à hydrogène. Principalement, notre activité, c'est de réduire la part des ordures ménagères qui sont incinérables, mais qui peuvent être compostées, tout ce qui est biodéchets, et de créer une vaste énergie autour des gens qui ont envie de se mettre ensemble et de s'éduquer entre eux. Il y a bien un moment où il faut remettre les choses au sol aussi, quoi. Et il faut arrêter de croire que le sol n'est qu'un substrat. C'est pas un substrat, c'est ce qui nous tient et c'est ce qui nous nourrit. Donc oui, on y va aussi. Donc le compostage n'est qu'une des maillons de la chaîne, mais en tout cas, il fait partie des choses qui font qu'on arrive de nouveau à faire des sols et donc de la nourriture viable. Bien. Demain, c'est aujourd'hui et maintenant, c'est Frédéric Collat.